Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. On va prendre tout de suite la direction de New York. Alors New York qui se porte bien, le dollar faible qui fait les affaires de Corporate America. Grégory Volokin est en duplex avec nous, président de Mescard Financial Services. C'est la grande question et d'ailleurs je ne sais pas si on a trouvé une explication convaincante à la baisse du dollar. Je vous pose la question, Grégory Volokin. Je la poserai dans quelques instants à Didier Saint-Georges qui est à mes côtés en plateau, que j'en profite pour l'annoncer et le saluer, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion, et à l'instant l'euro qui atteint 1,24 $ pour la première fois depuis décembre 2014. Sauf qu'on se fiche de l'euro. La question, c'est bien la faiblesse du dollar, Grégory. Il y a une explication convaincante aujourd'hui ou pas ? Mais écoutez, si jusqu'à ce matin, il n'y avait peut-être pas d'explication convaincante, mais que des suppositions, là, on a la confirmation par la bouche du secrétaire au Trésor, Mnuchin, que les Américains veulent que le dollar baisse et en fait qu'ils le font baisser activement. C'est, je dirais, une déclaration de guerre commerciale de la part de ce secrétaire au Trésor de dire un dollar faible c'est favorable aux États-Unis. Tout le monde le sait, mais c'est un tabou. C'est quelque chose qu'il fallait pas dire de la part du secrétaire d'État au Trésor parce que ça montre en fait que les Américains ne défendront pas leur monnaie. Et quand on ouvre une porte à un petit courant d'air, très souvent c'est un ouragan qui arrive. Aujourd'hui on a cet ouragan. Les autres raisons de la faiblesse du dollar, on les connaissait déjà avant aujourd'hui. C'est évidemment une reprise globale de la croissance avec de l'argent qui va vers les pays émergents, qui va aussi évidemment vers la zone euro. Mais tout ça, c'était des données qu'on connaissait bien. On connaissait aussi le fait que la Banque centrale européenne allait tôt ou tard arrêter ces rachats d'obligations. Donc je dirais la grande nouvelle, c'est d'avoir cette accélération qui est due, et il faut vraiment là le voir clairement, à ce discours protectionniste, parce que c'est du protectionnisme de la part des Américains à Davos. Ouais, c'est ce que je disais, Davos va être intéressant. Deuxième Davos du président Trump qui prononcera son discours vendredi, mais on voit déjà ses équipes, ses troupes, comme dit Wilbur Ross, le secrétaire américain au commerce. C'est pas un terme, c'est un terme militaire évidemment. Dans cette guerre commerciale, la différence aujourd'hui, c'est que les troupes américaines montent au front. Juste une première réaction, Didier Saint-Georges, Carmignac Gestion. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur la faiblesse du dollar, parce que pour vous, il y a quelque chose de structurel, et Absolument. Ça fait déjà des mois et des trimestres que vous développez cette vision d'un dollar structurellement faible. Sauf qu'on a quand même ces phénomènes d'accélération. Enfin, le dollar, l'indice dollar qui perd 1% sur une séance, moi j'appelle ça un crack pour une devise comme le dollar, Didier. Alors sur une séance, je suis entièrement d'accord avec votre correspondant. Sur une séance, il y a un effet d'annonce du secrétaire Mnuchin en tant que tel, même si ce qu'il dit était pas une grande découverte. Non. Il y a un effet d'annonce, mais il y a quelque chose, je pense, qui mérite vraiment d'être compris et qui est au cœur de tout cela. C'est-à-dire la baisse du dollar, mais également la hausse des marchés et cette espèce d'embellie de début d'année. Il faut vraiment bien comprendre ça. C'est le fait que ce plan fiscal américain, qui est quand même un événement assez majeur de la fin d'année dernière, il faut le comprendre, je pense, comme étant littéralement l'équivalent pour les marchés d'un QI4. C'est-à-dire d'une création monétaire supplémentaire, comme l'aurait fait la Fed, ou comme le faisait la Fed. Pourquoi ? Parce que vous avez, à travers ces ces cadeaux fiscaux, vous avez une masse d'argent qui est offert à l'économie de manière générale, mais qui n'en a pas besoin. On est en haut de cycle aux États-Unis. Les entreprises n'ont pas une envie folle d'investir de manière industrielle, et les particuliers n'ont pas une envie folle de consommer non plus, parce qu'ils ont aujourd'hui baissé énormément leur taux d'épargne, ils sont en taux de crédit à la consommation très élevé. Donc cet argent-là, il se retrouve comme une création monétaire qui va dans les produits financiers, une fois de plus. Donc c'est comme un quantitative easing qui fait monter les marchés financiers, qui ne fait pas grand-chose pour l'économie et qui correspond principalement à en réalité de la création monétaire, donc qui dévalue le dollar. Et la chose extrêmement importante, c'est que comme vous avez un coup de pouce fiscal qui est assez majeur, mais qui ne va pas créer de richesse, il y a aujourd'hui l'estimation que ce coup de pouce fiscal, cette réforme fiscale, va augmenter le déficit budgétaire de l'ordre de 1500 milliards sur 10 ans. Alors vous avez beau être les États-Unis qui peuvent historiquement s'offrir des grands déficits sans que ça pénalise la monnaie, quand vous arrivez
à ce point de déséquilibre entre la cohérence économique, je dirais, et la création monétaire, vous avez forcément structurellement quelque chose qui est l'équivalent de la création monétaire et donc un affaiblissement du dollar. Ouais, alors Grégory Volokhin, commentaire et puis peut-être réaction aussi après de Didier Saint-Jean. J'aime beaucoup le parallèle que vous faites avec l'idée d'un nouveau QI, nouvelle planche à billets, comme la Fed a pu le faire par le passé. La planche à billets, c'est l'outil de la politique monétaire de la Banque centrale, mais là, on a quelque chose d'à peu près similaire. Sauf que moi, je pensais, Grégory, que justement cette réforme fiscale, elle allait se retrouver un peu plus dans l'économie réelle peut-être, et on le voit à travers alors les publications de résultats d'entreprise, mais surtout le discours des entreprises sur la manière dont elles vont utiliser cette manne fiscale. Il y avait des inquiétudes de se dire oui, effectivement, tout va aller dans les marchés, les rachats d'actions, les dividendes, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup d'entreprises qui, alors dans un effort de communication évidemment qui leur est bénéfique, nous expliquent qu'elles vont redistribuer cette manne fiscale aux salariés, qu'il y aura de l'investissement. C'est quand même l'idée, Grégory, c'est juste de la com ou il y a quand même des annonces suivies des faits là? Oui, tout d'abord, je voulais dire que Didier Saint-Georges a absolument raison et la démonstration qu'il fait est élégante et pertinente. Et la pièce qui manque dans son puzzle, qu'il n'a pas évoquée, c'est celle dont vous me posez la question. Est-ce que cet argent, qu'il soit créé, qu'il soit artificiel, va rentrer dans l'économie? Et le risque, et c'est par exemple Diamond qui le dit aujourd'hui, c'est que quand même cet argent rentre dans l'économie, puisque tous les jours, en fait, vous voyez maintenant des compagnies aux États-Unis qui augmentent les salaires et qui augmentent les salaires d'une façon quand même, je dirais, importante. Alors on peut parler de salaire minimum en augmentation chez un Walmart, chez un Target, mais aussi par exemple des mesures telles qu'un Disney qui hier annonce un bonus de $1000 à ses employés, un Verizon qui va distribuer 60 actions, pratiquement $3000 à chacun de ses employés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, on va se réveiller avec des marchés qui auront explosé à la hausse, avec un dollar qui se sera affaibli, et puis avec une inflation qui va vraiment non seulement montrer le bout de son nez, mais peut-être devenir une très grosse menace pour la santé des marchés. Et je dirais, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de tout ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de mettre en place des risques à courir pour non seulement les marchés financiers américains, mais les marchés globaux. Avec cette inflation qui est due non seulement à cette création monétaire dont parle Didier Saint-Georges par ce QI4 qui est une excellente description, mais aussi parce que quand même cet argent va aussi aller dans l'économie, ce qui est souhaitable, mais ça c'est une source d'inflation. Ouais, alors vous êtes parfaitement complémentaires dans votre discours, messieurs. Réaction de Didier Saint-Georges, oui, parce que vous évoquez chez Carmignac depuis quelque temps l'idée de la fin du conte de fées pour les marchés. Là, on ne pourra pas continuer dans ce rêve éveillé trop longtemps. Le scénario et la mécanique que décrivait Grégory Volokhin, oui, c'est un scénario que vous achetez là pour 2018, Didier Saint-Georges. Alors c'est l'un des scénarios. L'un des scénarios, mais effectivement, ça fait partie du débat. La première chose à bien avoir en tête, quand même, dans la connexion entre tout ce dont on parle, c'est que cette baisse du dollar est une aubaine extraordinaire pour les marchés. Il faut quand même garder à l'esprit que, ça nous plaise ou non, le dollar reste la monnaie de financement de l'économie mondiale. Donc un dollar faible est une excellente nouvelle pour tous ceux qui se financent en dollars. Et donc, suivez mon regard, le monde émergent en général en est le bénéficiaire. Pour la zone euro, il y a toujours cette problématique à partir de quel niveau l'euro devient un handicap pour nos exportateurs. Il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. C'est un frein en relatif par rapport aux autres. Mais si l'économie globale profite de ce que sa monnaie de financement principale est moins chère, la zone euro en profite également. En relatif, elle est un peu pénalisée, mais globalement, elle profite d'un commerce mondial. Imaginez l'Allemagne. L'Allemagne est extraordinairement corrélée au commerce mondial. Si le commerce profite de la baisse du dollar, très bien. Donc la baisse du dollar est l'explication clé de la hausse des marchés. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Maintenant, sur le risque que Grégory Volokhin souligne et qui est tout à fait légitime, fait de se dire, avec toutes ces augmentations de salaires qui sont annoncées, on va avoir une pression salariale, etc. Toute la question est de savoir comment ces gens vont utiliser les augmentations de salaire. C'est vraiment la question. S'ils les utilisent pour consommer beaucoup plus, alors effectivement, on peut imaginer une
pression à la hausse sur les prix. Culturellement, c'est un peu l'idée qu'on a des Américains. Oui. Alors, simplement, il faut regarder où ils en sont, et je suis de leur épargne. Grégory le sait mieux que moi. C'est-à-dire que d'une part, ils ont quand même très loin tiré la corde aujourd'hui déjà sur le crédit à la consommation. On est au plus haut historique. Ils ont maintenu leur rythme de consommation en puisant énormément sur leur épargne. Donc je pense que la vérité sera probablement entre les deux. Il y a une partie qui va profiter à la consommation, mais peut-être pas tant que ça. Il y aura probablement une partie qui va être utilisée pour reconstituer un peu l'épargne. Donc je ne serais pas trop inquiet, mis à part peut-être un pic de perception à court terme, mais je ne serais pas trop inquiet sur un choc inflationniste durable. Démesuré, oui, d'accord. Oui. Il y a un effet de base. Quand vous regardez mars-avril, probablement là on va avoir des lectures d'inflation qui vont être assez inquiétantes, et le marché peut d'ailleurs réagir fortement le moment venu. Mais les pressions déflationnistes, demandez à Amazon, demandez à tous les démographes, etc., les pressions déflationnistes restent très fortes quand même. Donc je suis pas très convaincu de l'idée d'un risque inflationniste majeur, mais une petite frayeur à court terme, ça c'est possible. Le risque de guerre commerciale, là, est-ce que les Américains, l'administration Trump et Donald Trump, sans doute en point d'orgue de Davos, est-ce qu'ils viennent officiellement envoyer le message que la guerre commerciale ne fait que commencer ? Oui, mais absolument. C'est-à-dire que ça plus que d'habitude, plus que parce que. Non, mais il faut bien garder à l'esprit que jusqu'à présent, Donald Trump, pendant toute l'année 2017, avait absolument pas réussi à imposer quoi que ce soit de son programme électoral. Finalement, il a réussi à faire passer sa réforme fiscale, l'essentiel. L'étape d'après, c'est la promesse sur le domaine du domaine commercial. Et naturellement, la Chine est la première visée. Donc oui, c'est structurellement la prochaine étape, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il disait Grégory, le dollar fait partie de cette la boîte à outils, oui, c'est ça, bien sûr, évidemment. Enfin, la boîte à outils, c'est gentil. On est plutôt sur des termes militaires. Évident, Et c'est pour ça que quand vous regardez 3-4 façons d'approcher la problématique du dollar, vous apercevez qu'elles convergent tous à peu près dans la même direction. Et c'est en ce sens que le dollar est structurellement faible. Grégory, un mot encore là-dessus, et puis on va basculer quand même, parce que tout le monde joue aussi avec. Alors, il y a les règles du jeu commune de l'OMC, et puis tout le monde a aussi ses règles du jeu. On pourra dire un mot de l'amende qui est infligée par l'Union européenne à Qualcomm, mais il y a quand même une phrase du secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, qui n'est pas né de la dernière pluie, qui vient dire à Davos, les guerres commerciales, mesdames, messieurs, ça a toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les troupes américaines montent au front. Je ne sais pas si c'est très rassurant à 48 heures, 2 jours du discours de Donald Trump. Il va venir enfoncer le clou, Grégory, Donald Trump ? Écoutez, il faut se souvenir de ce qu'avait dit Donald Trump de Wilbur Ross. Il avait dit Wilbur Ross, il n'est pas assez agressif, il s'endort pendant nos réunions de cabinet et il n'est pas monté au front au niveau des négociations commerciales. Donc là, à mes yeux, c'est un Wilbur Ross qui essaye de sauver la mise, de sauver son emploi en montrant qu'il est aussi agressif, je dirais, commercialement et vis-à-vis de la politique protectionniste de Donald Trump que ce que Trump attend de lui. Maintenant, la réalité, elle est là, en fait. On n'apprend rien de nouveau à écouter ces gens, sauf que maintenant, c'est vraiment un sujet qui est sur la table et avec lequel il va falloir maintenant commencer vraiment à avoir l'habitude de travailler. Comme le disait Didier, c'est vrai que le premier succès de Donald Trump, il n'est arrivé qu'au mois de décembre avec ses baisses d'impôts. C'est quelque chose d'assez considérable pour l'économie. Et c'est vrai que si maintenant, ces baisses d'impôts qui sont quand même positives vont être liées aussi à des rétorsions commerciales, à des négociations très dures sur NAFTA, à des nouvelles barrières douanières, là on aura quelque chose qui sera beaucoup moins positif, je dirais, et pour l'économie globale et pour les marchés en général. Qualcomm qui rentre dans le top 3 des amendes infligées par les autorités de la concurrence de l'Union européenne. Grégory, quasiment 1 milliard d'euros d'amende. Le record est détenu par Google, amende infligée l'an passé de 2,4 milliards d'euros. Et puis il faut remonter jusqu'en 2009 aussi pour trouver une amende supérieure à 1 milliard d'euros. C'était celle qui avait été infligée à Intel à l'époque, Grégory. Donc 3 firmes de la technologie américaine. On en parle chez vous, c'est un sujet, pas du tout. 1 milliard d'euros, c'est quand même quasiment 5% du chiffre d'affaires de Qualcomm, qui est en plus dans un secteur en pleine recomposition. Bon, c'est pas neutre quand même. Non, mais on en parle au niveau de Qualcomm, parce que c'est vraiment là, je dirais, un jugement qui est
contre une compagnie et contre, je dirais, la façon dont cette compagnie fait du business, non seulement avec Apple, mais en général. Je dirais ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir quelle va être la position de l'Europe vis-à-vis justement des Google, des Amazon, où là le sujet est beaucoup plus profond. Pour Qualcomm, qu'est-ce qui s'était passé? Qualcomm disait à Apple, écoutez, si vous continuez à vous fournir uniquement avec nous et non pas en diversifiant avec Intel, on va vous aider et résultat, on va vous donner de l'argent. Et ils ont versé donc à Apple plus d'1 milliard de dollars sur quelques années. C'est anticompétitif, c'est certain, mais je dirais ça c'est vraiment une affaire propre à Qualcomm et c'est pour ça que on n'en parle pas tellement parce qu'il y a des sujets qui sont des sujets, je dirais, beaucoup plus globaux, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou évidemment le dollar et d'autres sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui. Bon, et puis on notera le secteur des compagnies aériennes également qui souffrent. Alors c'est United Continental, la maison mère de United Airlines, là qui a annoncé des investissements pour augmenter ses capacités face aux compagnies concurrentes. Alors évidemment, ça va peser sur les marges, ça va mettre de la pression sur les concurrents. Donc l'ensemble du secteur est rincé aujourd'hui. United Continental recule de près de 10% quand même à Wall Street. On voit American Airlines qui perd plus de 5% et Delta Airlines qui est en baisse également de 5%. Merci beaucoup Grégory. Bonne fin de séance à vous à New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. On est encore en plateau avec Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Didier, reprenons peut-être le message de votre maison pour 2018. Attention, le conte de fées n'est pas éternel. Commentaire déjà sur la manière dont les marchés ont démarré l'année. Oui, alors vous l'avez très bien expliqué, la faiblesse du dollar est l'explication clé pour comprendre la hausse des marchés. Enfin, 4, 5, 6%, parfois jusqu'à près de 10% de hausse depuis le début de l'année pour certains indices. Vous vous attendiez à une telle euphorie, on peut dire? Non, bien sûr. On est typiquement dans les phénomènes de suivisme, je dirais. Il est très compliqué pour qui que ce soit aujourd'hui de ne pas se joindre à... Il n'y a plus de rationalité là? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rationalité. Je dis qu'il y a un phénomène d'entraînement qui s'auto-nourrit. Enfin, on le sait tous, les gestions passives, quantitatives augmentent le momentum des marchés dans un sens comme dans l'autre. Donc quand vous avez une hausse, c'est rarement une petite hausse. Ben, c'est vrai qu'on est en accélération. Là, on n'est plus dans un mouvement linéaire, on a une accélération, mais encore une fois, le mouvement du dollar lui-même est en accélération. Donc la connexion est assez directe. Alors le piège peut-être pour la question de savoir si le conte de fées peut continuer éternellement. Bon, alors la première des choses, naturellement, c'est que si vous commencez à annualiser la performance sur 3 semaines, vous vous rendez compte que ça ne peut pas durer. On va faire 200%. Toute l'année. Si on annualise, on est parti pour faire 200%, ce qui n'arrivera pas. Enfin, j'espère. Voilà, on peut se risquer à ce pronostic. Voilà. Donc forcément. Donc la question c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il faut forcément un catalyseur pour déclencher une pause ou une correction? Une fois qu'on a bien compris que la baisse du dollar est un carburant pour la totalité des marchés, et d'ailleurs remarquez bien que les marchés émergents montent davantage que le marché européen, le Nasdaq lui-même qui profite d'un dollar faible monte encore bien davantage que les marchés européens, donc on voit bien encore une fois la connexion. La déception des marchés ou l'inquiétude des marchés, mis à part une sorte de vertige de vitesse qui peut parfaitement survenir, peut venir de deux choses. Soit ce qu'on discutait précédemment, c'est-à-dire que l'on est dans les prochains mois, à assez court terme, mois de mars peut-être, une crainte d'inflation. Et c'est tout à fait possible. Grégory disait, on peut parfaitement l'estimer. Et dans ce cas-là, vous avez naturellement une crainte, dans ce cas-là, sur les taux d'intérêt qui se reflètent sur les marchés d'actions. Donc c'est une possibilité. L'autre possibilité, qui là me semble beaucoup moins anticipée par les marchés, c'est tout simplement une déception sur la croissance. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'anticipent les marchés. Il y a une sorte d'euphorie générale, et en particulier aux États-Unis. Hier, je rencontrais des investisseurs américains qui disaient, mais vraiment aux États-Unis, tout va bien en ce moment. Enfin, l'ambiance est très bonne, etc. Et les entreprises font les annonces que vous citiez tout à l'heure. Donc il y a un sentiment qui est très très positif. Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas du tout exclu que ce plan de relance par la baisse des impôts, en réalité,
parviennent pas à enrayer un cycle qui vieillit et qui pourrait montrer des signes vraiment d'essoufflement dans les prochains mois. Et ce ralentissement de la croissance, c'est très important parce que quand vous regardez les comportements de marché, en Europe en particulier, les valeurs cycliques sont celles qui caracolent en ce moment. Et on se retrouve avec une surperformance des valeurs cycliques qui pourrait être très très fragilisée dès lors qu'on se rendrait compte que la première économie du monde finalement finit par ralentir en dépit du plan fiscal et que dans le même temps la Chine elle-même, mais là de manière très volontaire, mais ralentit tout de même. Et donc le deuxième écueil, ce serait une déception sur la croissance. Alors naturellement, si on a les deux en même temps... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut avoir les deux en même temps, le cocktail indigeste. Exactement. Et le cocktail indigeste, ça pourrait être aux alentours du deuxième trimestre, c'est-à-dire un pic d'inflation fut-il temporaire, parce que comme je disais, structurellement, je vois pas très bien où est la menace inflationniste, mais un pic d'inflation temporaire, une crainte sur la croissance au même moment, ce serait un cocktail effectivement indigeste pour les marchés actions. Et pour conclure et pour finir, Didier Saint-Georges, qu'est-ce qui protège, ou en tout cas, parlons positivement, qu'est-ce qui dans une allocation la permettra de générer une performance raisonnable dans ce contexte et dans ce scénario-là que vous dressez pour 2010? Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est un peu tarte à la crème, mais gardons-le quand même, c'est la capacité de réagir le moment venu. C'est tarte à la crème, mais quand vous avez des corrections fortes, il faut effectivement avoir le réflexe et puis et puis le cran, je dirais, de brutalement réduire ses risques. Bon, première chose. La chose plus... Ça, c'est votre job. Hein. Oui, voilà, exactement. C'est payé pour ça, normalement. Professionnel de marché, non, pas aux particuliers de faire ce genre de timing. En revanche, il y a autre chose là qui peut intéresser tout le monde, c'est la façon de construire son portefeuille, voir comment il va réagir le mieux possible. Et je pense que de ce point de vue-là, ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui, dès maintenant, c'est de réduire ce poids des cycliques. C'est celle-ci qui aujourd'hui surfe sur cet emballement de l'optimisme macroéconomique et de se remettre sur ces valeurs qui paraissent terriblement ennuyeuses, les valeurs de croissance, les valeurs qui paraissent toujours chères parce qu'effectivement elles génèrent toujours de la croissance. Si finalement il y a dans le courant de l'année une crainte sur ce rapport entre inflation et croissance, je pense que ce type de valeur reviendra au goût du jour. Donc plutôt que se mettre à fond sur les cyclique pour capturer 150% de la hausse aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux de se mettre sur des portefeuilles. C'est ça, pensez aussi au coup d'après. Voilà, le coup d'après. Pas oublier quand même que le coup d'après pourrait être un peu différent. Et on capturera peut-être que 80% de la hausse aujourd'hui, mais on aura un portefeuille beaucoup plus résistant après. Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. On marque une pause, on va se reconnecter au marché. Le fait du jour, c'est ce nouvel accès de faiblesse du dollar, baisse quand même sur